les Béninoises, porteuses de l'avenir du pays. Madame, monsieur, bonsoir. C'est depuis les rivages du Bénin, face à l'océan Atlantique, que nous vous accueillons ce soir. Le Bénin, c'est un des plus petits pays d'Afrique, un des plus contrastés aussi. Il s'appelait le Dahomey jusqu'en 1975, et ce, depuis son indépendance en 1960. Mais avant, bien avant la colonisation française, il y avait ici de nombreux petits royaumes dont les traces existent toujours, d'ailleurs, dans la vie, la culture des gens. Des rois, donc, qui se faisaient la guerre et qui vendaient leurs prisonniers comme esclaves aux Européens, principalement les Portugais. C'est ainsi que ce port de Ouida, au Bénin, a vu partir pendant une période plus longue que 100 ans, au rythme de 10 000 personnes par année, des esclaves pour le Brésil, les Caraïbes et Haïti, où ils ont importé la tradition vaudou. Nous en parlons d'ailleurs ce soir de ce vaudou si propre au peuple d'ici, mais dont on doit en même temps combattre les croyances en matière de santé, notamment. Mais d'abord, un portrait de ce pays redevenu démocratique après des années de marxisme-léninisme aussi. Et en fin d'émission, une rencontre avec les Béninoises qui emportent le destin. À tout de suite. Tu commences plus tôt? Ouais. Quand je serai grand, je voudrais être un parent. Le matin, il me réveille, on déjeune tous ensemble. Avec papa, on se raconte toutes sortes de choses. Quand je serai grand, je voudrais être un papa comme le mien. C'est l'heure du déjeuner, papa. Prenez le temps de manger, de parler, de grandir, c'est important. Tu veux que je te lise ma rédaction? J'adore un message de Canal Canada et de Santé Canada. Plus que jamais, les concessionnaires GM veulent vous offrir à un prix minimum le maximum de valeur. La Lumina Van 1994, tout l'espace qu'il faut pour 7 passagers. Frein anti-blocage aux 4 roues, panneaux de carrosserie en polymère. Plus de 20 équipements inclus, seulement 16 994 $ pour une Lumina Van. Passez chez votre concessionnaire Chevrolet Géo Oldsmobile, les vraies bonnes affaires, c'est chez nous. Vous achetez un film Kodak Gold ou un appareil photo Kodak 35 mm ou que vous apportez vos films là où on se sert du système Color Watch de Kodak, vous avez déjà fait une partie de ce qu'il faut pour recevoir l'un de ces 3 amusants personnages imaginaires Kodak Colorem par la poste. Une petite gâterie de Kodak pour vous. Pour tous ces bons moments et surtout pour toutes ces années de grande complicité, Provigo vous dit merci. Du fromage, s'il vous plaît? C'est un moment, un bel instant pour le goût, pour la vie. Du fromage de chez nous, s'il vous plaît. Plus que jamais, les concessionnaires GM veulent vous offrir à un prix minimum le maximum de valeur. Le nouveau pick-up Série S 1994 et son moteur performant de 118 chevaux. Boîte 5 vitesses avec surmultiplié, radiocassette AM/FM, frein anti-blocage. Plus de 20 équipements inclus, seulement 11 994 $ pour un pick-up Chevrolet. Passez chez votre concessionnaire Chevrolet Géo Oldsmobile. Les vraies bonnes affaires, c'est chez nous.
Le Bénin est un petit pays, à peine 120 km de large sur 700 km de long, mais compte déjà 5 millions d'habitants, donc presque 1 million dans cette capitale économique ici, Cotonou. Et on prévoit que la population aura doublé d'ici 20 ans. C'est donc un problème de plus pour une population qui vient à peine de retrouver un régime démocratique il y a 4 ans et qui se remet péniblement de 17 longues années de régime marxiste-léniniste qui a à toute fin pratique laissé le pays en ruine. Ajoutez à cela que pour se sortir de sa misère, le Bénin doit se soumettre à des exigences sévères de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui, par exemple, viennent de le forcer de dévaluer de moitié sa monnaie. On se surprend donc de retrouver autant de chaleur et de sourire, malgré tout, chez les Béninois. Cotonou est la cité reine du Bénin. Sa fondation coïncide avec l'abolition de la traite des Noirs il y a un peu plus d'un siècle et demi. Son nom signifie l'embouchure du fleuve de la mort, comme on appelait le fleuve Ouémé, qui était la route jusqu'à la mer à Ouida, là où on embarquait les esclaves. Existe toujours d'ailleurs l'arbre du retour, celui autour duquel on faisait 3 tours avant de s'entasser sur un navire, ce qui devait assurer qu'on reviendrait un jour. Hélas, plus légende que réalité. Des Européens se sont enrichis énormément avec l'esclavage, mais les rois du Bénin aussi. Et leurs descendants sont aujourd'hui des monarques de petits royaumes, dont les territoires sont établis depuis 500 ou 600 ans, mais dont le prestige est encore très réel dans la population. Ce qui a conduit les autorités démocratiques du Bénin à s'en servir pour consolider le nouveau régime. Dans le temps, avant bien la politique, c'est le roi qui commande. La terre nous appartient. Et c'était les rois qui étaient écoutés. Les rois ont de prestige. Vous me comprenez? Bien sûr. Et il fut un temps où comment dirais-je, un mouvement politique a voulu menacer un peu les rois. Et comme la démocratie vient d'interdire, enfin, donner liberté à tout le monde, les rois reprennent leur place. Au lieu que ce soit un délégué, c'est pas moi, c'est le roi, il faut voir avec ses ministres qui commandaient le pays. Et c'est ce qui revient. C'est pourquoi on s'est rencontré avec le président. Et il nous a accueillis et promet nous classer comme auparavant. En outre de ce respect pour les structures monarchiques traditionnelles, la nouvelle démocratie béninoise a voulu manifester pareille ouverture à l'égard des traditions vaudou, qu'il vaut mieux là-bas honorer puisque très présente dans une population à 80% rurale. Par cette attitude de souplesse, incarnée au premier chef par le président Soglo, élu avec 65% des voix en 1991, la démocratie béninoise se donne ainsi plus de chances de réussir. Monseigneur de Souza, l'évêque de Cotonou, qui a joué un grand rôle dans la transition vers la démocratie, approuve cette tolérance, mais déplore que trop de souplesse veuille dire laxisme favorisant la corruption. Il y a donc quelques mesures, plusieurs mesures prises par le gouvernement démocratique maintenant du Bénin qui ne vous ont pas plu, qui vous ont déçu même carrément. Je dirais que c'est les décisions qui n'ont pas été prises. Plutôt que celles qui l'ont été. Oui. Parce que ce n'est pas difficile de constater les tares de notre société. Ce n'est pas difficile. Il suffit de partir de Cotonou pour aller vers Ouida. Mais voyez combien de fois vous allez être arrêté. Observez les taximens lorsque les gendarmes les arrêtent. Regardez le livret de bord qu'ils remettent aux gendarmes. Ouvrez le livret de bord. Il y aura 500 francs dedans. Content. Nous avons dénoncé la corruption pendant la conférence nationale. Qu'est-ce que nous avons fait pour ça?
Nous avons dénoncé le népotisme, le je sais pas quoi, je sais pas quoi. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? J'ai dit à conseiller, il dit, écoutez, bon, vous dites, c'est votre rôle d'ecclésiastique, mettons de religieux. Vous dites, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tout ça. Vous le dites toutes les semaines. Et le samedi, vous accueillez, pourtant, on peut dire, les pêcheurs qui disent, j'ai volé. Donc, il faut recommencer. Il faut rabâcher. C'est ça le problème. Et il faut mettre en place, et non, au niveau de l'État, il faut mettre les structures de contrôle. Il faut décourager, sanctionner. Non, j'ai l'argent, hein. Je vais te payer maintenant, tout de suite. Hein. Il faut que tu acceptes 3500, dernier prix. Il faut dire en effet que pareille corruption, à petite ou grande échelle, s'était fort bien développée au plus fort de la pénurie et de l'arbitraire qui régnait sous l'ancien régime marxiste-léniniste. Qu'elle ne soit pas disparue totalement ne surprend pas. Trop de gens s'en accommodent. Mais les libertés démocratiques désormais garanties, ça, on ne veut plus les perdre. Augustin Sodaignon était fonctionnaire, mais tient maintenant petit commerce au cœur de Cotonou. Je suis convaincu d'une chose, on ne va pas retourner encore sous l'ancien régime. Ça, c'est fini. Fini? Ah oui, c'est fini. Quand vous vous rappelez un instant qu'on ait arrêté quelqu'un et qu'on l'ait tapé jusqu'à le tuer, je crois que ça fait mal. On ne peut plus, on ne peut pas supporter. Et je crois que chaque Béninois est suffisamment mûr maintenant pour comprendre que nous avons dépassé cette façon de gouverner, cette façon de vivre là. Tu me donnes ça en plus? Hein? Bon, d'accord. Ok. Ça va. Merci. Ouais. Bye. Ok, bye bye. Les Béninois ne s'attaqueront vraisemblablement à l'omniprésence de la corruption et à l'embonpoint de la bureaucratie étatique, en fait l'une encourageant l'autre, que lorsqu'on réalisera l'effet négatif qu'elles peuvent avoir ensemble sur les chances de développement économique réel. C'est du moins l'avis du président de la Chambre de commerce de Cotonou, M. Mouftaou. Dans une économie organisée, on ne peut pas éradiquer la corruption, mais il faut que ça reste dans des proportions normales. Si des marchandises arrivent au port de Cotonou, là, mais normalement, dans un établissement portuaire, il faudrait qu'en 48 heures, on puisse sortir les marchandises. Si vous, le minimum de temps qu'on fait pour sortir les marchandises, c'est une semaine, sans compter toutes les tracasseries, tous les obstacles et puis les embûches. C'est mortel pour une économie organisée. Le Bénin a néanmoins provisoirement réussi à redresser son économie. Ses recettes sont croissantes, les fonctionnaires sont régulièrement payés et le pays a réglé ses arriérés vis-à-vis des fournisseurs de l'État. 3 ans et demi après la conférence nationale qui allait conduire au retour à la démocratie, le Bénin est en plein boom. Le symbole en est sans doute le port de Cotonou. Véritable poumon de l'économie nationale, en fait, de 80 à 90 % des échanges du pays avec l'extérieur passent par lui. Entre 89 et 92, il a littéralement doublé le volume total de ce qui y transite, mais surtout au chapitre des importations, ce qui en soi prouve que l'économie demeure fragile. Les capacités administratives limitées, le déclin de la compétitivité extérieure et surtout la dépendance quasi totale sur les exportations de coton le rendent très vulnérable. À Pacpassa, par exemple, la culture du coton occupe la quasi-totalité de la main-d'œuvre agricole. Difficile de les amener à une autre production. Thomas Dazogbo, agronome, nous dit pourquoi. Le coton, aujourd'hui, il n'y a que l'État béninois qui paye le coton. Et ce qui fait que la culture coton est beaucoup plus organisée que les autres cultures. Il n'y a pas de débouché pour les autres cultures. De plus en plus, les gens ont tendance à abandonner les autres cultures ouvrières pour le coton parce que on vous paye tout de suite. Vous faites 500 000 francs de récolte, vous êtes payé le même jour. Laissons de côté nos vieux démons et ensemble, mettons-nous au travail. Produisons, la terre ne ment pas. Diversifions nos productions et surtout consommons béninois. Laissez le champagne à ceux qui en boivent, à ceux qui peuvent en boire. 1300, là, c'est 1300, et d'aller. 1315. 1150. Tu as vu, toi, à la frontière du Nigeria, marchander, revenir, refaire un prix et tout ça.
Là, ça veut dire que ça va devenir le commun de tout le monde, ça. On marchande tout, on espère tout, on gagne tout. Non, marchander, aller à la frontière, tout ça, c'est le commun de tous les Béninois. Oui. Tout bon Béninois à Cotonou et qui a un moyen de transport, la première des choses à faire le week-end, c'est de s'approcher, n'est-ce pas, de la frontière nigériane pour s'approvisionner en vivres. Prenez par exemple le cas de l'essence, hein, le carburant super. Ici à Cotonou, c'est à 175 francs le litre, officiellement, hein, dans nos stations d'essence là. Mais tu vas dans une station d'essence, disons à peu près à 25 km de la frontière, mais vous payez le même litre d'essence à peine à 30, 40 francs. Et l'informel occupe à peu près 70%. Ça, aucune économie de marché ne peut survivre à cet aspect-là. Vous êtes évalué à 70%? Ah oui, il faut compter 70% d'activité souterraine. C'est inadmissible. Et cela, évidemment, mine les revenus de l'État? L'État, d'une manière ou d'une autre, se rattrape au niveau de la TVA sur l'électricité, sur le téléphone, sur l'eau, et puis certaines tasses. Mais c'est au niveau des entreprises qui sont structurées, qui sont durement concurrencées de manière déloyale par tous ceux-là qui sont fiscalement inexistants. Alors là, ce n'est pas des éléments de base pour pouvoir asseoir une structure d'une économie de marché. Laquelle économie de marché, en plus d'être ainsi soumise à la concurrence du voisin nigérien, doit maintenant s'ajuster à une dévaluation sévère de la monnaie? Depuis janvier dernier, les importations se sont ainsi trouvées à doubler leur coût. La dévaluation, à première vue, vient aggraver le déséquilibre structurel de notre économie au niveau de la balance de paiement. Pourquoi vous dites à première vue? Parce qu'à seconde vue, il peut y avoir des profits, des avantages? Et à seconde vue, étant donné que en améliorant la compétitivité de l'économie, la dévaluation permet de stimuler en même temps la production pour couvrir les besoins du marché intérieur. Mais dans le cas du Bénin, il va falloir maintenant importer à grands frais les équipements pour pouvoir organiser cette production, ce qui est déjà une difficulté. Après des décennies de laisser-aller, parfois carrément d'abandon, la ville de Cotonou a pris depuis 2 ou 3 ans les allures d'un chantier, avec des résultats très importants. 12 à 13 km de voies urbaines enfin pavées avec caniveau. Mais Cototrou, comme on l'avait surnommé, compte encore plus de 400 km de voies secondaires à réhabiliter. Une tâche énorme, mais aussi une pression énorme sur la démocratie. Albert Thévodjré a été candidat à la présidence et aujourd'hui député de l'opposition. La démocratie pour le développement économique signifie la liberté d'initiative et aussi le dialogue permanent avec les différents partenaires. Ça, nous ne l'avons pas. Et comme je vous ai dit, nous avons un pays qui est très pauvre, qui est misérable pratiquement. Vous avez encore des cases avec des paillotes. Vous avez encore des villages sans latrines. Vous avez encore des villages sans eau potable. Vous avez beaucoup d'analphabètes. Les dispensaires sont sans médicaments, etc. Donc quand on est dans cette situation-là, nous avons besoin d'un gouvernement responsable devant un peuple pauvre. Des doses massives d'aide extérieure continueront d'être requises. Et le Bénin restera donc encore pendant plusieurs années tributaire de l'aide internationale. Le président Soglo du Bénin ne s'en cache pas. L'Afrique a droit à un programme de reconstruction, comme en ont connu l'Europe et Israël au lendemain de la guerre. L'Afrique a subi la plus grande déportation de l'histoire humaine. Nous avons perdu pendant 4 siècles au profit de l'Amérique et de l'Europe, qui se sont enrichis dans le fameux commerce de la chair humaine, le commerce triangulaire, 100 millions de personnes. Ensuite, nous avons subi la colonisation. L'argent ne fera pas revivre les morts. Les Noirs qui sont partis en Amérique ne sont pas partis comme émigrés, ils sont partis comme esclaves, dans les cales des bateaux des gris. Ça, l'Europe ne doit pas l'oublier, nous n'oublions pas. Le ministre des Finances du Bénin admettait lui-même l'automne dernier qu'on endure cette économie parallèle, on l'appelle ici l'économie informelle,
parce qu'elle permet d'absorber les contre-coups négatifs des politiques économiques, en particulier en matière d'emploi. Autrement dit, c'est le prix à payer, la politique des yeux fermés, comme elle se pratique ici à la frontière avec le Nigeria, pour permettre au Bénin de demeurer un pays modèle aux yeux des institutions financières internationales, ce qui devrait rapporter éventuellement. En tout cas, c'est à souhaiter, parce qu'il n'est pas dit que tous ces gens qui vivent de débrouillardises et petites combines ont la même réserve de patience que celle des banques. Mesdames, Messieurs, ce soir, oh, excusez-moi. Allô? Oui, oh, non, tu me déranges pas. Non, tu me déranges pas. Je fais seulement de la télévision. Oui, mon amour. Ah, quel plaisir de te parler. Oui, c'est tellement agréable quand tu m'appelles quand j'ai rien à faire. Je t'embrasse. Quand vous achetez un film Kodak Gold ou un appareil photo Kodak 35 mm, ou que vous apportez vos films là où on se sert du système Color Watch de Kodak, vous avez déjà fait une partie de ce qu'il faut pour recevoir l'un de ces 3 amusants personnages imaginaires Kodak Colorami par la poste. Une petite gâterie de Kodak pour vous. Voici le nouveau Muslix banane et noix de Kellogg, inspiré de la recette du pain aux bananes et noix de grand-maman. Le nouveau Muslix banane et noix de Kellogg est tout simplement délicieux. Plein de flocons croustillants de blé entier, de pépites croquantes de granola, de noix hachées avec le goût savoureux des bananes. Ne soyez pas surpris si cela vous rappelle la recette de grand-maman. Essayez le nouveau Muslix banane et noix de Kellogg, parce que seul Kellogg a le goût de la recette de grand-maman. Comme la Lexus LS 400, l'Altima de Nissan possède des amortisseurs de choc qui s'ajustent aux différentes conditions de la route, ainsi que des faux châssis avant et arrière qui assurent une conduite exceptionnellement douce. Et comme l'Altima se vend pour le tiers du prix de la Lexus, vous évitez aussi un choc à votre portefeuille. L'Altima de Nissan, le moteur d'une génération. La clé du succès, on l'a tous en dedans de nous, que mon père disait. Rénover le passé, caresser le futur, fignoler le présent. Aujourd'hui, c'est à mon tour de jaser avec mon gars des vraies valeurs. La qualité de vie, l'environnement, ça dépend bien souvent des outils qu'on se donne. C'est pour ça qu'il faut investir dans du solide. Mais le plus bel investissement qu'on peut pas faire dans la vie, mon gars, ça restera toujours ceux qu'on aime. Puis ça, je pense que tu l'as déjà compris. Unitotal, vos quincailliers centre de rénovation conseil. À force de me faire trimballer de bout à l'autre de l'autobus, je vous dis, j'en ai croisé des lunchs maganés, des barres tendries grenées, des yogourts tout bosselés. Hey, le problème, c'est que les mamans veulent des goûters nourrissants et les enfants des goûters amusants. La marque Jello vous présente donc ces nouveaux petits puddings prêts à servir. Les mamans vont les adorer car ils sont faits avec du lait écrémé. Les enfants, ils vont s'amuser comme des enfants. Et rappelez-vous... Toujours une petite tasse pour J-E-L-L-O. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de petites économies. Parce que vous méritez bien des petites vacances. Parce que vous avez tellement rêvé de votre première maison. Parce que les enfants grandissent et leurs besoins aussi. Parce qu'à la retraite, vous aurez encore le goût de vous faire plaisir. Prenez vos rêves pour la réalité. Et souvent, quelques dollars par semaine suffisent avec l'épargne par virement automatique des Jardins. C'est quand on aborde les questions de santé en Afrique que l'on sent le plus la profondeur des problèmes de ce continent. Et l'impuissance des meilleures intentions ne serait-ce qu'à surnager dans ce qui apparaît comme un océan de souffrance. En fait, on voit tout de suite que si ce n'était de l'aide de l'étranger, ce serait encore pire. Et le Bénin ne fait pas exception. Il y a ici des besoins considérables. Le gouvernement y consacre 4 % du produit intérieur brut. Ce n'est pas suffisant. Les êtres humains ici espèrent en moyenne vivre 50 ans. 15 % des enfants n'atteindront pas l'âge adulte. Malnutrition, pauvreté, insalubrité, tout se mêle, se conjugue pour rendre le problème encore plus complexe, ce qui oblige à l'aborder de façon globale. L'Afrique combat en même temps le paludisme, la malaria comme on l'appelle chez nous, et l'épidémie du sida qui vient prendre aussi son lot de victimes. Et au Bénin, on connaît les deux. La médecine venue de l'étranger, comme la médecine traditionnelle née du vaudou, ne suffisent plus à endiguer la douleur.
À l'origine d'un bon nombre des problèmes de santé qu'on identifie chez les Béninois se retrouve immanquablement la malnutrition, ou si vous préférez, le déséquilibre néfaste qu'on peut détecter dans l'alimentation quotidienne de la majorité des Béninois. C'est une conclusion qui est devenue évidente pour le Centre régional pour le développement et la santé, le CREDESA, comme on l'appelle ici, à Paou, à quelques 50 km de la capitale. Le Centre de coopération internationale en santé et développement de l'Université Laval à Québec collabore étroitement avec le CREDESA depuis 1988, particulièrement sur ce terrain d'une alimentation plus saine pour l'ensemble des Béninois. L'activité que nous venons suivre aujourd'hui, oui, c'est parti d'un enfant malnutri, qui était un malnutri grave. Mais dans tous nos milieux au Bénin, on attribue la malnutrition à un mauvais sort qu'on aurait jeté à l'enfant ou à l'adultère que sa maman aurait commis. Donc tout le temps, les mamans sont mal vues dans le milieu parce qu'elles auraient commis l'adultère. Donc quand un enfant est en train de mourir de malnutrition, on dit que c'est la faute de la mère. Ou bien c'est un mauvais sort qu'un sorcier lui a jeté. Le Bénin est le pays d'origine du vaudou, qui fait partie de l'âme même de ce peuple. Au moment où nous y séjournions, les périodes de réjouissance et de sacrifice, les fidèles du vaudou battaient leur plein. Même qu'à Ouida, lieu historique du départ de milliers d'esclaves vers les terres d'Amérique, le grand chef du rituel vaudou, à la fois guérisseur miraculeux comme tant d'autres au Bénin, présidait lui-même une cérémonie à laquelle assistaient notables et villageois. Au Bénin, la confiance populaire envers les guérisseurs traditionnels du Bénin est presque aussi élevée qu'envers les médecins formés à l'école occidentale. C'est ce que constate, sans que cela ne le choque le moindrement, le doyen de la faculté de médecine de l'Université de Cotonou, le docteur Aliono. Ça marche beaucoup de médecins maintenant travaillent avec eux parce qu'ils ont des plantes. Ils ont des plantes qui guérissent. Mais en plus de cela, il y a un peu de mysticisme. C'est ce qui fait qu'on ne sait plus à la part de ce qui est mystique, de ce qui est naturel, médicinal. C'est tout le problème. Parce qu'ils ont des plantes qui ont des vertus, qui peuvent guérir. Ils guérissent vraiment? Ah oui, oui, oui. Ils guérissent vraiment. Pas les infections bactériennes, mais ils ont des plantes pour couper une colique abdominale. Dans leur pratique, ils ont quelque chose que nous n'avons pas. Ils savent convaincre, par exemple. Ils savent parler. Ils ont une meilleure relation interpersonnelle que nous n'avons pas. Donc vous n'êtes pas adversaire? Non, en tout cas non, non, personnellement non. Et dans notre équipe, non, non plus, nous ne sommes pas adversaires. Puisque nous, ce que nous faisons, par exemple, à Kpaou, c'est fondé sur la participation de la communauté. Donc nous devons prendre toutes les composantes de la communauté pour travailler avec. Par exemple, à Paou, au moment où les premières actions du CREDESA se faisaient sentir sur la population, celle-ci était aux prises avec une épidémie de rougeole qui s'en prenait aux enfants. La population réagissait au malheur en voulant plaire aux dieux qui sévissaient, en imposant aux petites victimes des privations expiatoires. L'enfant qui est atteint de la rougeole ne devait pas manger des œufs, de la viande, du poisson, du haricot, non. Ne mangeait rien de tout ça. Donc, au fait, cet enfant que la rougeole déprimait déjà ne consomme pratiquement pas de protéines. Et quand on leur a demandé ce qu'ils font contre la rougeole, ils ont dit rien. Nous, on a dit qu'on a une recette. Nous ne guérissons pas la rougeole, mais nous pouvons prévenir la rougeole. Ils ont dit, OK, on va dans votre sens, on va voir ce que ça va donner. Donc, on a commencé avec la vaccination contre la rougeole dans ce village-là. Mais j'imagine que vous devez y aller avec beaucoup de précautions, puisque vous heurtez la foi des gens. Oui. On ne heurte pas pour heurter. On ne leur dit pas, ah, tout ce que vous dites là, c'est faux, c'est vrai. Non. On leur demande d'abord ce qu'eux, ils savent faire et ce qu'ils peuvent vraiment faire. Et ce que nous pouvons leur apporter. De plus en plus, nous sommes convaincus que ceux qui fréquentent l'eau, la source, viennent
avec des pieds sales, ou que c'est des animaux qui viennent fréquenter la source, et ça nous a convaincus. Et c'est à partir de là que nous avons compris qu'il ne faut pas consommer cette eau-là. Nous avons bien compris cela. Mais le puits qu'on nous a creusé n'est pas aussi savoureux que l'eau de ce trou. Ah oui? Oui. Pourquoi? Mais nous faisons l'effort de consommer l'eau de puits. Mais donc on ne boit plus de cette eau. Certaines personnes continuent de boire, mais de plus en plus, ils s'éloignent. C'est-à-dire, ils comprennent que ce n'est pas une bonne eau. Mais avant que le puits n'existe, Voilà. tout le monde buvait là. Tout le monde. Tous ceux qui interviennent pour protéger la santé des Béninois, qu'ils soient des coopérants venus de chez nous ou d'ailleurs, ou des Béninois et Béninoises même décidés à agir, travaillent d'abord sur la mentalité traditionnelle du peuple béninois. Par exemple, les convaincre que leur habitude de laisser les animaux en libre pacage autour des huttes du village n'est en fait que favoriser le développement de maladies causées par les bactéries qu'ils transportent. Que l'élevage en enclos tel qu'il se pratique à Paou vaille mieux encore que l'enclos de bois ou de paille à Pacpassa, d'où les animaux sortent et entrent comme ils le veulent, ça devient clair. À Paou encore, le Centre régional pour le développement et la santé aide aux paysans à autofinancer leurs projets en vendant leurs produits à l'extérieur de la commune. Les cultures comme les choux, les concombres, les poivrons, haricots verts, tout ça, sont des cultures qui sont destinées pour le marché de Cotonou. Donc, ce sont des cultures pour générer des revenus aux producteurs afin de pouvoir accéder sur le marché à l'achat d'autres produits. Et qui les achète à Cotonou? Les achètent à Cotonou, bien sûr, essentiellement les étrangers et les Béninois, disons, occidentalisés. Le régime marxiste autoritaire qui a régné sur le Bénin pendant 17 ans aura peut-être eu un effet bénéfique en protégeant pendant ce temps le pays contre l'épidémie du sida. C'est que les frontières impénétrables, la police omniprésente, repoussaient touristes et prostituées qui dans ce pays sont presque totalement des étrangères, venus du Ghana, du Togo ou du Nigeria. Aujourd'hui, avec la liberté revenue, elles sont plus nombreuses que jamais sur la rue des Cheminots ou dans n'importe quelle des 133 maisons de tolérance qu'on retrouve à Cotonou. 44% d'entre elles seraient séropositives, ce qui alarme le docteur Davo, directeur du programme de lutte contre le sida. Est-ce qu'il y a un danger d'explosion quand même de cette maladie au cours des prochaines années? Ah oui, le fait que les prostituées professionnelles sont très infectées pourrait constituer vraiment une épidémie explosive parce que l'épidémie va partir maintenant de ces prostituées vers la population générale. C'est la cause première? C'est la cause première parce que les clients de ces prostituées sont en même temps les maris des femmes qui sont régulièrement mariées dans les maisons, les jeunes qui n'ont pas d'emploi actuellement, mais qui fréquentent ces prostituées et en même temps fréquentent leurs petites copines. Avez-vous eu des cas de femmes au foyer infectées par leur mari? Oui, nous en avons également enregistré. Nous avons enregistré des cas de femmes au foyer infectées par leur mari et même des cas de jeunes filles élèves ou étudiantes qui ont été effectuées par les clients de ces prostituées. Solange et Olga, travailleuses sociales et sages-femmes, font de la prévention auprès des prostituées. D'abord et avant tout, pour les inciter à exiger de leurs clients le port du condom. Au départ où on avait fait l'enquête CAP, en matière d'utilisation de préservatifs, le niveau était vraiment bas. Les femmes ne comprenaient pratiquement rien sur ce plan. Et elles acceptaient difficilement le préservatif. Mais le travail qui a été fait depuis ce temps jusqu'ici, nous pouvons dire qu'en partie, le travail a été positif. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez une prostituée qui reçoit 5 clients, vous êtes sûr que sur les 5 clients qu'elle a reçus, il y a au moins 3. Elle mène au moins 3 rapports protégés. C'est pourquoi la sensibilisation dans ce milieu ne cesse jamais. Sida Bedoa. Est-ce qu'elles ont passé elles-mêmes un test de dépistage? Oui. Oui, toutes ces dames l'ont fait. Oui. Quelques-unes d'entre elles sont séropositives?
Ah, ça, je ne peux pas me rappeler. On ne se rappelle pas tellement des résultats. Tâche énorme et difficile, puisque conduite au jour le jour auprès de femmes mobiles qui disparaissent et reviennent aux aléas du métier. Et puis, lorsque la maladie éclate, la plupart du temps, laissés pour compte, comme leurs clients d'ailleurs, parce que l'aide étrangère est tout entière portée vers la prévention et guère intéressée aux malades. Il y a un volet qui est laissé pour compte, c'est le volet de la prise en charge. Parce que les bailleurs de fonds estimaient que cette prise en charge est un volet très coûteux et qu'au bout du rouleau, le malade décède. Donc c'est l'État qui doit prendre normalement en main, prendre en charge ces malades. Mais il faut dire que les moyens de l'État sont actuellement très limités. Que l'État béninois puisse très peu subvenir à soutenir ces malades, cela ne fera qu'expliquer davantage pourquoi celles et ceux qui souffrent demeureront attachés à la médecine plus humaine qu'offre le vaudou. Et il faut dire aussi que c'est des gens aussi qui sont très forts. Surtout les guérisseurs traditionnels, ils sont très forts parce qu'en plus de la pharmacopée traditionnelle, ils invoquent des incantations qui les aident également à réussir les traitements chez des malades. Et nous sommes en train d'organiser ces gens-là pour voir si, dans l'avenir, le remède contre le sida ne peut pas provenir de ces gens-là. Vous croyez vraiment que ça pourrait venir? Je crois que ces gens-là sont assez forts pour qu'on puisse mettre vraiment de la foi dans ce qu'ils font. Et bien sûr, si on parvient un jour à prolonger l'espérance de vie des gens d'ici, à réduire le taux de mortalité infantile, à améliorer la santé des gens, ça posera le problème de la nourriture, du toit. Il faudra parler d'emploi. Et ça paraît donc encore plus sensé, cette approche globale que l'on a maintenant ici, des problèmes de santé. La santé dans le développement d'un peuple, c'est important, au début comme à la fin. Prix de crédit bail. Prix de vente. Prix du meilleur design. L'Altima XE 1994, chez votre très sympathique concessionnaire Nissan. Comme d'habitude, Mario se rend à sa petite partie de cartes du vendredi soir. Comme d'habitude, il vérifie s'il a son porte-bonheur. Il évite de marcher sur les fentes de trottoir. Comme d'habitude, il touche du bois. Comme d'habitude, il tourne à gauche. Mais à gauche, Mario, tu vas jouer aux cartes. La nouvelle instantanée jeu de 21. 4 chances et jusqu'à 5 000 $ à gagner. Tiens, Mario rentre plus tôt que d'habitude. L'instantané jeu de 21. Pour jouer aux cartes, mais pas comme d'habitude. Pas toujours facile d'être maman et de travailler. Alors il faut que je maximise chaque dollar. J'aime vraiment la loi des plus bas prix de Zellers et leurs plus bas prix partout dans le magasin. Chez Zellers, nous sommes fiers de notre loi des plus bas prix garantis et des centaines de rabais offerts toutes les semaines dans notre circulaire. Votre magasin Zellers vous offre les filtres Brita à 9,97, les bacs Rubbermaid à 7,97 et les sandales Ouraccio pour dames à seulement 9,97. Les plus bas prix, des marques connues et des offres primes du Club Z seulement à votre magasin. Zellers, parce que le prix le plus bas fait loi. Ça me semble un peu ordinaire. La compétition est forte, hein? J'ai des tablettes pleines de céréales ici. Fais-moi quelque chose d'intéressant, là. Brisure de chocolat, caramel. Bon, j'essaye, mais attention, hein? Je m'y connais. Croustillant. Savoureux. Ça devrait se vendre, ça. Kellogg Cornflakes. Kellogg Cornflakes? Goûtez-y encore pour la première fois. Je connais ça. J'en vends. Voici le prix à payer pour la très économique et très pratique Sentra DLX 1994 chez votre très sympathique concessionnaire Nissan. Et pour un temps limité, la Sentra vous est offerte avec le climatiseur gratuit, toujours chez votre très sympathique concessionnaire Nissan. Jouer gagnant, en choisissant ce qu'il y a de mieux au Québec. Et je ne parle pas de mélancer, je parle du punch McCain. Saisissez le goût du punch congelé McCain. À l'orange, aux fruits des champs et aux fruits. Le punch McCain est préparé avec du jus de fruits pour un goût unique qui en fait le punch des champions comme Denis Boucher. Ça, c'est le succès le plus savoureux de ma carrière. McCain, le goût de fruits gagnant.
Voici le prix à payer pour la meilleure voiture économique de l'année. Le nouveau coupé Sentra DLX 1994 chez votre très sympathique concessionnaire Nissan. Certains décors de l'Afrique peuvent être trompeurs, ou en tout cas, comme ici au Bénin, ne dire que la moitié des choses. Ainsi, ce village de 50 000 habitants, Ganvier, sur le lac Noukoué, près de Cotonou, a déjà reçu l'appellation de Venise tropicale pour souligner l'exotisme, la beauté que donnent ensemble toutes ces maisons sur le pilotis. Et les épidémies, le stock de poissons qui se fait rare, la pollution de cette eau rendent la réalité beaucoup moins souriante que les enfants qu'on trouve ici. Il en va de même pour les femmes aussi au Bénin. En premier, on est frappé par leur élégance toute naturelle, la beauté de leurs costumes et leur omniprésence dans toutes les sphères d'activité économique. Ici, par exemple, à Ganvier, ce sont elles qui contrôlent le marché flottant. Ailleurs, on les retrouve au champ ou évidemment autour du feu. Mais c'est au risque d'oublier l'abnégation, l'humiliation et parfois même l'injustice qui est leur lot quotidien. Mais on dit qu'elles ont une revanche d'inscrite dans l'histoire à venir de ce pays. Si le changement vient, c'est par elles qu'il viendra. Les femmes du Bénin sont plus nombreuses que les hommes, mais cette majorité ne leur a guère valu davantage qui s'y rattacheraient. Sur le chemin de la progression sociale, elles ne sont encore que fort peu nombreuses à pouvoir s'échapper des rôles traditionnels qui les accaparent du matin jusqu'au soir. Et les conditions pour les y maintenir pèsent de tout leur poids, puisque si 74 % des hommes sont analphabètes, 88 % des femmes le sont. Au gouvernement, on ne retrouve que 2 femmes ministres sur 20. Et à l'Assemblée, sur 64 députés, 4 seulement sont des femmes. Quelques-unes parmi les rares instruites forcent pourtant les portes, dont la présidente de l'Association des femmes juristes du Bénin, Mme Grace d'Almeida. Lorsque je prends tout le système du développement en tant que tel, j'ai eu la chance d'être membre du Haut Conseil de la République, donc l'organe législatif pendant 1 an, et de présider la commission des lois. À ce titre, il y a eu une loi devant accorder des prêts aux paysans. Je me suis battue pour que ça ne soit pas seulement les paysans, mais les paysannes, en disant c'est elles, en définitive, qui font le plus de travail. Mais certains projets qui risquent de révolutionner la vie des Béninois sont aujourd'hui entre des mains de femmes. C'est le cas du projet dit de la moustiquaire à Savalou. Le Centre de recherche pour le développement international et le Centre de l'Université McGill pour les maladies tropicales à Montréal sont là-bas en collaboration avec l'Organisation savaloise pour la solidarité et le développement et expérimentent la fabrication locale de moustiquaires à l'aide de mousselines produites au Québec et que des femmes plongent dans un insecticide qui le rendra efficace contre les moustiques transporteurs du paludisme, le fléau de l'Afrique. Déjà, 25 % de la population a entendu parler de ce produit et 13 % l'utilisent. Déjà regroupées pour fabriquer du savon qu'elles vendaient à la communauté, elles ont entrepris de répandre dans leur coin du pays cette invention. Mais leur première victoire, nous dit un coopérant québécois, c'est de pouvoir se rendre chaque jour à l'atelier de fabrication. La femme qui part toute une journée quittant la maison, il faut qu'elle laisse quelqu'un pour préparer la nourriture, pour s'occuper des enfants, puis que le mari, quand il arrive à la maison, ben, il faut qu'il ait son plat sur la table. Sinon, il ne laissera pas sa femme faire ce qu'elle veut non plus. Comment êtes-vous reçu par les femmes que vous visitez? Est-ce qu'elles sont craintives à votre endroit ou alors le fait que vous soyez vous-même des femmes vous rapproche d'elles beaucoup? Comment êtes-vous reçu? Autrefois, quand le projet MIP n'était pas, nous avons eu un peu de problèmes. Elles ne voulaient pas nous sentir du tout, puisqu'elles savent que nous sommes des femmes comme elles. Elles ne savent pas que nous connaissons quelque chose qu'elles ne connaissent pas. Donc nous sommes tous des femmes. Elles ont l'intention que nous venions leur donner des commandements, quoi. Ah oui, d'accord. Mais quand le projet MIP est arrivé, elles ont vu que c'est important de se grouper. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la présence de l'homme dans le foyer qui fait qu'elle n'aime pas s'ouvrir, qu'elle n'aime pas recevoir de conseils de l'étranger? En tout cas, la situation n'était pas générale.
Il y a des foyers que, si nous intégrons, nous sommes très bien reçus par le mari et par elle-même. Mais jusqu'ici, c'est la même chose. Il y a des hommes qui ne veulent pas que leurs femmes s'entretiennent avec d'autres femmes. Mais il y a des gens qui nous reçoivent très bien. Le projet BIFL a fait que on nous connaît partout. On entend parler de nous partout, dans tout le Bénin et même hors du Bénin. On entend parler de nous. Vous êtes fiers de ça? Très bien. Oui? Qu'est-ce qu'on mijote, qu'est-ce que mijote la présidente comme prochain projet? Vous nous révélez le secret? Moi, je suggère quelque chose. Moi, je veux maintenant que les femmes du groupement Yondan encadrent d'autres groupements de femmes pour les amener à connaître ce qu'elles ne connaissaient pas. C'est ce que moi, je suggère. Et vous, madame? À part la préparation du savon et la fabrication de moustiquaires, je suggère aller au Canada, voir quelque chose que je vais rapporter au Bénin. À côté des activités économiques, les femmes ont encore d'autres responsabilités. Parce que, par exemple, pour suivre la santé du ménage, c'est la femme. Pour s'assurer que la famille est bien nourrie, c'est la femme. Pour s'assurer que les relations, l'essentiel des relations familiales ou les rapports de bon voisinage, c'est maintenu, c'est entretenu, c'est la femme qui... Et souvent, lorsqu'une femme n'entretient pas ce genre de relations, c'est un manque pour l'ensemble du ménage. L'homme, dans notre société, est quand même, reste tout puissant. Tout puissant parce que c'est lui qui décide. C'est lui qui décide du foyer, d'abord, du domicile, de la résidence. C'est lui qui décide si les enfants vont à l'école ou pas, etc., etc., dans la majeure partie des cas. Et nous avons également ce genre de problème dans les villes. Hein, on parle enfants en milieu rural, mais également dans les villes, où bien souvent, nous avons dû, même dans ce centre, dire aux femmes, ayez un peu d'autonomie. Mais la seule façon d'avoir cette autonomie, c'est d'avoir son travail. Et beaucoup de femmes ont compris qu'elles ne pouvaient avoir cette autonomie que par le travail. La ville, c'est évidemment le royaume du commerce et des services. Or, ce secteur tertiaire de l'économie est au Bénin à 80% aux mains des femmes. Pas surprenant donc d'y rencontrer des femmes devenues riches pour avoir fait d'excellentes affaires. Dans l'import-export, par exemple, dont regorge le marché d'Antokpa. On dit que presque tous les édifices neufs de Cotonou appartiennent à des femmes. Mais l'évolution professionnelle et financière de certaines d'entre elles est constamment freinée par le droit coutumier, par des lois vieilles de 60 ans qui prévoient toujours qu'une fille de 12 ans, par exemple, peut être mariée sans son consentement ou par la suite répudiée par son mari pour cause d'adultère qu'il n'aura même pas approuvé. Des lois, donc, faites par des hommes pour des hommes. Femmes juristes, nous nous battons énormément. Il y a 2 ans, nous avons demandé que l'on fasse un code de la famille. Et parce que nous sommes le seul pays de la sous-région à ne pas avoir un code de la famille. Il y avait eu déjà un projet de code de la famille qui n'a jamais vu le jour. Les hommes se sont assis dessus, excusez-moi le terme, tout simplement parce que dans ce code, on avait supprimé la polygamie. Ce code n'a jamais vu le jour. Et la polygamie est encore quelque chose auquel les hommes tiennent ici. Les hommes tiennent à la polygamie et certaines femmes tiennent à la polygamie. Nous avons dans notre association des femmes, n'est-ce pas, dont les maris sont polygames. S'il s'agit d'une tradition, il s'agit... si quelqu'un a toujours vécu dans un milieu polygame, qu'est-ce que nous défendons? Mais nous disons que dans le nouveau code de la famille, pour que l'homme puisse être polygame, il faut maintenant qu'il atteste
qu'il fasse un certificat, n'est-ce pas, comme quoi il sera polygame, et que la femme soit d'accord sur le système matrimonial. Moi, je veux bien que les hommes soient polygames, mais qu'ils prennent leurs responsabilités en tant qu'hommes. La première responsabilité, c'est d'abord de s'occuper de leurs épouses, dans la possibilité de leurs moyens, et surtout, quelles qu'en soient les circonstances, de s'occuper de leurs enfants. Nous avons recensé avec Terre des Hommes qu'il y avait aujourd'hui 596 cas d'enfants abandonnés déjà dans les maternités. Dès la maternité. Dès la maternité, les femmes disent « Mon mari ne voudra pas s'en occuper. Gardez-le, faites-le adopter par quelqu'un. » L'émancipation des femmes du Bénin requiert donc, là comme dans tant d'autres pays, que les plus audacieuses d'entre elles poussent sans arrêt vers une sensibilisation constante de toutes les femmes. Nous avons organisé au mois de juin dernier notre association, qui est l'association des femmes juristes. Nous avons organisé la vulgarisation de notre guide, c'est-à-dire parler du droit aux femmes, qu'elles sachent quels sont leurs droits et quels sont leurs devoirs et comment elles peuvent se défendre dans la société qui est la nôtre. À la fin de ce séminaire qui s'est passé à Parakou, donc dans le nord du Bénin, ces femmes nous ont réclamé nos cartes de visite. Nous étions tout à fait surprises en se disant « Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec nos cartes de visite ?» Elles ont dit « Nous allons aller montrer à nos maris que cette fois-ci, ce ne sont pas des hommes qui sont venus nous apprendre quelque chose, mais des femmes. Et que par conséquent, ils avaient maintenant l'obligation d'envoyer nos filles à l'école. » Pourquoi on voit 18 garçons et seulement 5 filles? Ah bon, comme vous le constatez, ça veut dire que ici, les parents d'élèves n'aiment pas trop envoyer les filles à l'école. Donc il faut quelque chose pour les motiver, pour leur montrer l'importance de la scolarisation des filles à l'école. Donc ils pensent beaucoup plus aux garçons qu'aux filles. Il y a donc plus à faire que sensibiliser les femmes à leurs droits. Il faudra en venir à briser le cercle de l'ignorance où toutes les traditions et coutumes maintiennent encore les femmes. Le gouvernement de la République a agi en ce sens, en supprimant pour les filles tout frais de scolarité, qu'on appelle au Bénin les droits d'écolage. Mais ce geste n'a manifestement pas suffi pour renverser des années et des années de certitude qu'il n'est pas nécessaire de faire instruire une fille. Je dis toujours une chose, il n'y aura pas de développement sans la femme. Et tout le monde s'accorde à le dire avec moi, toutes les institutions de l'État s'accordent à le dire, mais en définitive, aucun pas n'est fait pour résorber, en quelque sorte, cette inégalité qui existe entre l'homme et la femme. Les femmes du Bénin, celles du milieu rural en particulier, ont un statut bien près de celui qu'avaient leurs aïeuls il y a 3 siècles, 4 siècles, 5 siècles. Mais on sent que le lien que le Bénin doit et veut établir avec le reste du monde l'oblige à libérer ces femmes, c'est-à-dire à mettre à contribution cette formidable énergie et cette intelligence dramatiquement sous-utilisée. En tout cas, celles d'entre elles qui l'ont compris ne reculeront plus. Déjà reconnues comme de redoutables commerçantes, plusieurs d'entre elles, en ville en particulier, sont en train de bousculer le monde des affaires. On sent une chose ici, le Bénin ira aussi loin qu'il permettra à ces femmes de l'amener. Ça, c'est une pochette de maxi vraiment différente. Son nom, Sachet Éclair de Always. À première vue, elle est comme les autres, mais regarde tes pieds. On ouvre, le tout se déplie. On décolle la maxi et le papier serré reste dans le sachet. Et puis, pour jeter la maxi, on l'enroule dans le sachet, on colle et le tour est joué. C'est facile, propre et discret. Le nouveau sachet Éclair, seulement avec les Always. Simple, net et c'est génial. Les mères me demandent souvent comment faciliter l'apprentissage de la propreté. Docteur Donna Pachorek. Moi,
je l'ai découvert avec mon Alexandra. Si votre enfant sent qu'il s'est mouillé, il apprend plus facilement. C'est pourquoi j'aime les nouvelles Pampers Trainers. Seuls les Pampers Trainers ont l'humiditouche, une pellicule conçue pour retenir un peu d'humidité en surface, ce qui aide votre enfant à sentir quand c'est l'heure du petit pot. Avec l'aide des Pampers Trainers, l'apprentissage est plus facile pour nous deux. C'est beau! Les Pampers Trainers pour vos petits apprentis. À l'insu de Jean-Philippe, nous avons remplacé sa pop-tart habituelle par une pâtisserie Toaster Strudel de Pillsbury. Comment va-t-il prendre ça? Waouh, c'est quoi ça? Ça, c'est un Toaster Strudel de Pillsbury. Ça ressemble à une pop-tart. Et c'est bien meilleur. Entre ces deux croûtes bien feuilletées se trouve une confiture bien juteuse. Regardez-moi ce glaçage. Où est-ce qu'on les trouve? Ils sont tellement bons. À l'épicerie, avec les produits surgelés. Super. Les Toaster Strudel de Pillsbury, ça a bien meilleur goût et ça vient de sortir. Oui. Mais pourquoi donc le dites-vous si bas, hein? Ouais, ben, je pense que je me suis pas trompé en achetant un gros pick-up comme ça. Hein? En plus, il y a de l'acier galvanisé des deux bords, puis presque pas de joint de soudure. Fait que... Je vous le dis, moi, un camion de même, tu passes pas facilement à travers ça. Puis, maintenant, tu fais une bonne affaire en achetant ce camion-là? Mais ça, ce camion-là, il est encore plus durable. Le pick-up Chevrolet est fait pour durer. Adieu, madame. Ils m'en ont promis du gros. La concurrence en interurbain vous promet de grosses réductions comparativement belles. Mais la comparaison ne tient pas compte de nos plans d'économie. En bout de ligne, évitez d'être surpris. Appelez-nous. Ah ben, le verre l'a mangé. Périssette, la Tribune et Simon vous invitent à la grande soirée d'ouverture des cinéparcs Orford et Bromont, le mercredi 11 mai. Vous pourrez voir 2 films au cinéparc de votre choix. Et l'entrée est gratuite pour tous ceux qui présenteront le coupon publié dans la Tribune. Consultez votre journal pour connaître toute la programmation des films à l'affiche. Nous sommes en direct? Arrivez tôt et profitez pleinement de cette soirée de cinéma en plein air. Le mercredi 11 mai, c'est un rendez-vous. Au revoir, merci d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, nous retournons à nos affaires québécoises. Passez une bonne semaine. Portez-vous bien. 7 personnes handicapées mentalement relèvent un grand défi qui les amènera en France. En primeur, voyez les fiancés de la Tour Eiffel dans un instant.